Bienvenue sur ce nouvel épisode de Charbon. Aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que, voilà, vous me voyez. Donc, pour ceux qui nous écoutent, l'épisode sera disponible sur YouTube et disponible sur YouTube. Aujourd'hui, on est aux 2 rues du Roc, à Abstract, et je vais vous laisser faire la rencontre de Nico, qui a co-créé ce lieu d'exception. Et je vous en dis pas plus, et je vous laisse rentrer dans l'univers des monochromes. Bonne écoute. T'es prêt ? Allez, on y va. Bon, et ben moi je vais lancer ma petite intro. Bonjour à tous, est-ce que tu es confortable ? Tout va bien. Ok, super. Bon, moi je t'avoue, je suis un peu stressée comme je t'ai dit tout à l'heure parce que c'est la première fois qu'on filme l'épisode, l'enregistrement, donc tu es l'heureuse élue. On avait déjà fait un test mais on avait complètement foiré, voilà. Ok. Donc voilà, Bon, on va essayer de pas le foirer celui-ci. Ouais, bon ça va, le lieu s'y prête et normalement on est bien rodé. On a du bon matos, on devrait s'en sortir. Ça a l'air, vous êtes en place. Donc pour ceux qui nous écoutent, on filme aussi. Donc vous pourrez retrouver ça sur YouTube et plein d'extraits sur Instagram. Merci Nico d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir, merci à toi. Avec plaisir. Il y a quelques semaines, voire plusieurs semaines, on s'est rencontrés. C'était en décembre, je pense. Ouais, je crois que c'était en décembre. On s'est rencontrés et tu m'as accueilli ici. Vraiment, merci pour l'accueil. Je vais essayer de te recevoir comme tu l'as fait. Écoute, ça va être parfait, j'en suis sûr. Bon, nickel. Donc, vous l'aurez compris, nous sommes à Abstract, aux 2 rues du Roc, je me trompe pas ? Exactement, c'est bien Super. l'adresse. On est dans le premier, on est proche des pentes et proche du jardin des Chartreux, c'est ça ? On est pas très juste loin. après le jardin des Chartreux, tout au bout de la grande ligne droite, juste avant de remonter vers le plateau. Très beau lieu. Et donc, je suis accompagnée de Nicolas Minicini. Je peux t'appeler Nico ? Nico, ce sera très bien. Nico, Personne, c'est très bien. mis à part ma mère, m'appelle Nicolas, donc quand j'ai fait une connerie. Ok. Comment tu vas ? Écoute, ça va bien. On est samedi, donc c'est des moments où on est toujours un peu en plein milieu de notre semaine de taf, on va dire. Et ouais. Donc un peu fatigué, mais non, très content d'être là, très content d'être avec vous et on va passer un bon moment. Bon, trop bien. Et ben, si tu veux, on va démarrer. Allons-y. On va démarrer dès maintenant. Nico, tu es cofondateur de ce bar, donc d'Abstract. Exactement. Quand tu fais pas des cocktails, enfin quand tu sers pas des cocktails, tu distilles aussi. Tout à fait. Tout type d'ingrédients. À peu près, ouais. Tout ce qu'on nous amène, tout ce qui nous passe par la tête et tout ce qu'on peut distiller, on essaie de le distiller pour voir ce que ça donne. Et ça, on en parlera parce que c'est assez spécifique. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi, sur qui tu es, d'où tu viens et tes petites expériences jusqu'à la création d'Abstract ? Alors, Nico, je viens de Savoie, donc d'un petit village avec plus de vaches que d'habitants qui s'appelle Sainte-Foy, perdu au milieu des montagnes. J'ai grandi là-bas. Alors, je suis né dans l'est de la France, j'ai grandi en montagne et j'ai toujours été un peu dans la région Rhône-Alpes. J'ai notamment fait mes études ici à Lyon. Et où ça ? Dans quelle une école de commerce, qui était boulevard Vivier-Merle, je crois, Okay. dans le 3e. Ouais, une école de commerce qui avait pas vraiment trop de... Je devrais pas dire ça. Non, une école de commerce classique, on va dire. Ouais. Mais c'était fun, c'était des bonnes années. Et puis après, je suis parti à Paris pendant une petite dizaine d'années pour le boulot. Et ça fait maintenant 7-8 ans que je me suis réinstallé à Lyon. L'envie de retrouver la ville et de me rapprocher de mes montagnes. Ouais. Et voilà, il y a 3 ans maintenant, 3 ans et demi, on a commencé à travailler sur ce projet d'Abstract. Et voilà, maintenant je vis ici, je dors ici, je ne connais que ce lieu-là. Je sais pas pourquoi j'ai un appart à côté parce que ça me sert vraiment pas à grand-chose. Ok, ouais, vraiment, tu campes. Ouais, c'est un peu ça. C'est ton ma lieu de chambre. vie, Bienvenue dans ma chambre, du coup. Bah, super, magnifique. J'ai essayé de la ranger un peu avant que vous veniez. Oui, ça se voit. Je vois pas ton lit. Mais... Il est derrière dans le labo. Peut-être les banquettes. Ouais. Oui, parce qu'on l'a pas dit, il y a un magnifique labo derrière. On en reparlera aussi tout à l'heure parce que ça fait partie intégrante du concept du bar. Ouais. Je voulais revenir sur, pendant tes études d'école de commerce, est-ce qu'à ce moment-là, tu savais déjà que tu avais envie de bosser dans les spiritueux ? Alors, je pense que c'est assez marrant parce que quand on a commencé à travailler sur ce projet d'Abstract, je me suis remémoré un peu mon passé de ce que j'avais fait en me disant c'est quand même assez fou de faire une école de commerce et de terminer par ouvrir une distillerie. Et en fait, c'est là où tu te rends compte souvent que t'as quand même
la vie est un peu cyclique, c'est-à-dire qu'avant de faire cette école de commerce, je me suis un peu cherché, et notamment j'avais ce doux rêve à la sortie du lycée d'essayer de vouloir sauver le monde à travers l'environnement, et donc j'avais fait une fac de biochimie. Ok. En fait, ça m'a vite saoulé. Très clairement, j'ai dû faire un semestre C'est vrai, et pourquoi ça arrêter. t'a saoulé? Je pense que moi je voulais un truc plus appliqué, et très clairement passer des heures à dessiner des cellules, à regarder dans un microscope et dessiner des cellules, c'était pas vraiment le truc qui m'éclatait le plus. Moi j'avais plus une vision, une envie terrain, Ouais. de me dire d'aller sur le terrain pour essayer de faire des choses et aider en termes d'environnement, d'écologie, etc. Donc bon, j'ai très vite lâché l'affaire, mais en fait je repensais à ça parce que le fait de travailler en distillation et puis de la méthode qu'on a de distillation, ça m'a poussé à devoir me remémorer des cours de biochimie, et je me suis dit en fait il y a pas de hasard. Ouais. À un moment on fait des détours pour finalement arriver là où on souhaite aller à la fin, et donc ça faisait partie des détours qui étaient nécessaires. Sûrement nécessaires, peut-être pas utiles, mais nécessaires, qui m'ont amené jusque là où je suis maintenant. Ouais. Et donc, tu finis tes études de commerce, tu te Du diriges coup- vers quel... Du coup, je finis mes études de commerce, et je me dirige vers la communication, le design de produits, de marques, etc. Et il se trouve que par hasard, je fais mon stage de fin d'études dans une agence qui a pour spécialité de travailler sur le design de produits et de marques d'alcool. Et Ok. en fait, donc je commence à me frotter un peu à ce milieu-là, au-delà du fait que j'étais bon fêtard aussi, et que voilà, j'ai toujours eu un peu un lien avec ça, on va dire. Mais non, au-delà du côté festif des années école, c'est plus que là, je me suis vraiment intéressé à ce marché-là, à ce milieu-là, à ces produits-là. Et très vite, c'est devenu une spécialité, parce que je bossais quasiment à 90% que sur des projets de spiritueux, Ah ouais, quand même. de bière, en faisant du conseil pour les grands groupes, des Pernod Ricard, des Heineken, etc. Et c'est un peu ça qui m'a vraiment donné le goût de m'intéresser à ces produits-là, plus que juste les consommer, mais vraiment de comprendre l'histoire qu'il y a derrière, de voir qu'en fait, c'est des produits qui sont hyper riches parce qu'ils font déjà écho je pense que ça fait partie un peu du patrimoine français. Ouais, c'est vrai. On parle d'humains qui sont derrière, d'artisans, de méthodes ancestrales pour fabriquer ces produits-là. Et donc j'ai découvert un peu toute cette histoire, et c'est cette histoire-là qui m'a beaucoup intéressé. Puis après, en avoir un applicatif design et conception produit était hyper intéressant. T'avais un peu une vision 360, parce que du coup, tu partais d'une formation marketing. Enfin, t'étais Ouais, plutôt marketing, complètement, et ouais. puis tu t'es dirigé vers la conception du produit, En carrément. fait, je me suis cherché pendant longtemps parce que très clairement, sorti du lycée, je pense que tout ce que j'ai essayé en termes d'études, ça marchait pas trop. En fait, je m'ennuyais un peu vite, et puis surtout, non, ça marchait pas bien. Et en fait, il y a eu cette école de marketing. J'ai découvert le marketing, en fait, même pas. Moi, je connaissais même pas ce mot-là. Ouais. C'est une de mes meilleures amies qui m'a parlé de ça, et je me suis dit en fait c'était un peu le choix de facilité, dans le sens où je pense que, étant des générations qui sommes vraiment nées dans le monde de la publicité, du marketing, etc. C'est d'un coup j'avais un truc où j'avais pas l'impression de bosser, parce que ça me paraissait assez. Alors moi Évident. j'étais très Enfin, tourné ouais. vers la communication plus que le marketing en tant que tel. Ça me faisait un peu chier de faire tous ces trucs très études de marché et tout. C'était pas ça qui m'intéressait. J'aimais beaucoup plus la partie créative, et donc la communication. Et ça me paraissait en fait beaucoup plus évident. Et donc j'ai pas eu l'impression de travailler pendant mon école de commerce, et je l'ai terminé en fait, où je me suis dit d'accord, il y a 5 ans qui sont passés, et là maintenant j'ai un métier qui s'appelle planeur stratégique, que je connaissais pas avant mais que je découvre, et qui me plaît beaucoup, et voilà. Donc, du coup, tu pars à Paris Du coup, je pars à Paris. Je pour passe faire... 10 ans donc à faire ce drôle de métier qui s'appelle planeur stratégique, mais qui était ultra intéressant, parce que, à la différence de beaucoup d'autres métiers en agence de communication, c'est un métier où en fait on nous demande de s'intéresser à tout, Ouais. de tout type de sujet, et de pouvoir être très rapidement arriver à comprendre un peu les grands tenants aboutissants de n'importe quel domaine, de n'importe quel produit, n'importe quel marché. Et de comprendre surtout comment les consommateurs vivent les produits, et essayer de proposer des choses qui finalement
correspondent aux consommateurs, de comprendre les clients, plus que d'essayer de comprendre le chef d'entreprise ou le PDG d'un groupe qui essaye de juste faire des millions. Nous, on s'intéressait pas aux chiffres, c'est-à-dire que nous, on n'était pas là pour discuter de combien on allait vendre la prestation, du budget qui était lié et tout. Nous, on était juste là à dire les gens sont comme ça, il y a en termes sociodémographiques et en termes de façon d'habitude de vie et de consommation, les gens fonctionnent comme ça. Donc si à un moment vous voulez que votre produit fonctionne, il faut répondre à quelque chose qui correspond aux gens. Et donc nous, on avait un peu la facilité de dire, nous, on vous dit juste ce qu'il faut faire. Maintenant, après, c'est vous qui décidez. À vous de voir si ça match avec vos. Voilà, après, si budgets, vous avez envie si vous avez envie juste que ça marche, vous feriez mieux un peu de nous écouter. Mais bon, après, il y a sûrement d'autres choses qui comptent là-dedans, et ça peut pas être que des choses, que du kiff et juste se dire, oh, c'est simple, c'est comme ça. Bon, la vie d'une entreprise, c'est plus compliqué que ça. Je l'apprends maintenant, je pense. T'es resté 10 ans dans la même boîte ? Non, j'ai fait 6 ans dans la même boîte. Ok. Pardon, je bois un coup. J'ai fait 6 ans dans la même boîte où, en fait, je pense que moi, j'ai toujours beaucoup fonctionné à l'humain. C'est-à-dire que c'est l'humain qui m'a... C'est toujours parce que j'ai rencontré des gens, parce que je me suis entendu avec des gens que j'avais envie de me dépasser, de faire de rester déjà à des endroits, et puis après, en fait, d'essayer de faire mon maximum pour réussir. Et donc il y a eu une rencontre qui était hyper importante dans ma vie, qui était justement ma première boss, qui était ma maître de stage, puis ma première boss, puisque voilà, je suis passé de stagiaire à ensuite employé, et avec qui j'ai passé 6 ans, où je pense que ça a été les 6 années les plus fun de ma vie. Difficile aussi, on travaillait beaucoup, mais je pense que ça a été la plus belle rencontre professionnelle que j'ai eue, où elle m'a un peu tout appris, et surtout on avait un vrai profond respect mutuel l'un et l'autre sur le travail qu'on faisait, sur nos qualités, nos défauts. Je suis un peu un petit con, elle a accepté aussi beaucoup de mes défauts, mais je pense qu'on a été ultra productifs. On a vraiment créé beaucoup de choses ensemble, et on s'est bien entendu, et c'est ce qui m'a fait rester pendant 6 ans. C'est-à-dire qu'à un moment, t'as beau aimer ton travail, si en fait t'aimes pas les gens avec qui tu le fais, ça tient pas longtemps. Et inversement, t'as beau faire un métier avec des gens que t'adores, si t'aimes pas ton boulot, tu tiendras pas non plus. Là, c'était un peu un équilibre qui s'était trouvé. Et donc, j'ai passé 6 ans avec cette personne-là. 6 ans, ouais, c'est long, c'est long. Ma plus grande relation, je dirais. Mais ouais, c'était très chouette. On a passé des belles années, et puis après je passais dans il fallait que un peu, tu sais, quand tu commences stagiaire, que ensuite tu deviens junior, que tu restes avec finalement toujours la même personne qui est en direction, il y a un moment où il faut couper un peu le cordon ombilical, tu vois, et essayer de évoluer vers d'autres horizons, et puis se challenger un peu aussi, parce que je pense que t'as un peu ce truc c'est un peu le confort de rester, tu connais la personne, tu connais le mode de fonctionnement d'une entreprise, il y a un certain confort de rester là-dedans, et c'est toujours un peu, je pense qu'il y a toujours cette prise de risque à vouloir partir, à changer, qui est toujours un peu vertigineuse au début, mais qui est hyper motivante, parce que ça nous oblige aussi un peu à se remettre en question et à essayer de faire les choses différemment, d'essayer de faire encore mieux, parce que sinon on a tendance à un peu se mettre le dos dans le fauteuil et puis se dire bon, c'est bon, je sais faire, il n'y a pas besoin de pousser plus. Donc au bout de 6 ans, j'ai décidé de changer d'agence pour partir là plus sur une agence toujours même métier, design, conseil marque, produit, etc. Mais là plus vraiment tourné luxe, donc en gardant quand même un gros ancrage sur tout ce qui était spiritueux, luxe. Tu restes quand même dans ce milieu-là. Il y avait beaucoup de ça, après il y avait quand même un peu d'horlogerie, un peu de mode aussi, mais c'était essentiellement, de toute façon on m'avait recruté parce que j'avais un vrai background sur la partie spiritueuse, champagne, etc., boissons alcoolisées de manière générale. Et là, j'ai pas fait long feu. J'ai dû faire 6 mois, et en fait, je pense que... Il n'y avait pas l'équilibre cette fois. Non, l'équilibre était pas là, pas là cette fois-ci. Et je pense que j'arrivais à mes presque, on va dire 8 ans à Paris. Je pense que Paris, c'est un peu... Bizarre, t'en as eu marre. Ouais, c'est très difficile. Je pense que... moi, je montais à Paris quand j'y allais pour mon stage de fin d'études. Je montais à Paris vraiment dans l'idée de... Bon, je quittais Lyon,
Je m'étais débarrassé de tout, je montais avec une valise et je fais mon stage de fin d'études et après je me barre, je vais faire le tour du monde Ah ouais. parce que j'ai toujours aimé beaucoup voyager et donc j'étais en mode bah c'est bon, je finis mes études, après je me barre, je fais un tour du monde et puis je verrai derrière. Et je m'attendais pas en fait à faire un stage de fin d'études et avoir un travail à la fin. Ouais. Ça me paraissait un peu fou et puis surtout c'était pas du tout l'envie que j'avais. J'étais là en mode Paris, ça va être dur, ça va être, j'y allais un peu à reculons. Les débuts ont été un peu difficiles, le temps de s'habituer un peu, c'est un rythme particulier, c'est une ville particulière. Et en fait, il y a un peu ce truc de... à un moment, on tombe amoureux aussi un peu de cette ville-là. Il se dégage quelque chose à Paris, mais autant qu'il se dégage quelque chose aussi à Lyon, qu'on peut avoir un peu cette... c'est différent. Ouais, c'est des villes très différentes, avec une atmosphère très différente, mais Paris, il se passe quelque chose. Et en fait, au fil du temps, j'ai vraiment aimé les années que j'ai passées à Paris. Et puis après, il y a le moment où en fait, ça y est, c'est trop. C'est que, enfin, c'est pas trop, mais c'est que tu sens que, tu sais, c'est un peu le genre quand t'as une relation qui est une relation humaine, amoureuse, qui à un moment a fait son temps. Tu dis, je préfère qu'on se sépare avant qu'on gâche, tu vois, avant qu'on gâche tout ce qu'on a fait jusqu'à là. Bah, c'était un peu ça, tu vois. On a passé de Paris, on a passé de belles années, c'était trop bien, je t'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est le moment qu'on se sépare et qu'on garde juste un bon souvenir tous les deux de notre vie ensemble, quoi. C'est joliment dit. Mais c'est vraiment le ressenti. Et même maintenant, j'ai vraiment toujours plaisir à aller à Paris, tu vois, passer du temps là-bas. Mais je me reverrai pas vivre là-bas. Moi, maintenant, ma vie est ici. Je sais pourquoi je suis revenu là et je me verrai pas ailleurs. Et alors, pourquoi t'es revenu ici? Parce que t'aurais pu aller ailleurs dans le sens où t'étais savoyard, enfin, je veux dire, pourquoi Lyon? Alors Lyon, il y avait deux choses. Il y avait moi à ce moment-là, j'étais encore à travailler en agence. Donc j'ai eu l'opportunité de pouvoir qu'une agence me. Ah, t'étais à distance. Non, mais me fasse venir travailler ici. Ah, ok, ouais. Pour le compte d'une agence ici à Lyon. Et surtout, moi, mon point principal, c'était que je voulais me rapprocher de mes montagnes. C'était vraiment, j'avais ce manque. Paris, faut compter à 6h30 pour retourner en montagne. Donc, j'y allais pas assez souvent. Là, je voulais vraiment me réinstaller à Lyon, déjà pour le cadre de vie de Lyon et pour pouvoir avoir cette opportunité de pouvoir rentrer chez moi en 2h30, d'être au milieu de mes montagnes, sur les pistes l'hiver ou au milieu des chemins l'été. Et donc, c'était hyper. Ça a été l'élément vraiment le principal. Ça a été ça. Et donc après de se dire bon, je peux pas non plus aller me mettre dans mon petit village de Savoie parce que je fais quand même un métier, je faisais encore un métier à l'époque qui demandait à être quand même dans des villes d'une certaine taille parce que voilà, travailler en agence de design communication, on trouve pas ça non plus dans le plus petit village qui existe. Et à ce moment-là, est-ce que tu avais en tête d'ouvrir un lieu comme tu as aujourd'hui ou c'était même pas encore Je pense que déjà d'une, j'aurais jamais imaginé ouvrir ça, de cette forme que ça a pris. Par contre, ça faisait très longtemps que j'avais cette idée qui me trottait dans la tête d'ouvrir une distillerie. Donc déjà la distillerie, ouais, pas distillerie, le bar, distillerie, c'était vraiment un peu un rêve, une idée que j'avais qui me trottait dans la tête en fait à force de conseiller beaucoup de groupes, de marques, etc. Je commençais un peu à fatiguer d'essayer de proposer des bonnes idées, d'essayer de montrer que on a un marché des spiritueux qui est assez conventionnel et de vouloir essayer de proposer un peu des choses nouvelles et que finalement il y avait très peu de choses qui passaient parce que c'est toujours pareil quand tu discutes avec des grands groupes ou des choses comme ça, il y a une espèce de sclérose du gros groupe qui eux en fait sont ultra focus sur la rentabilité, sur ils veulent pas prendre de risques. Eux, ce qu'ils veulent, c'est ils lanceront un produit quand ils sont sûrs qu'il y a un marché et que derrière ils vont pouvoir en écouler des caisses et des caisses. Et là, ils se diront ok, c'est bon, là on va y aller, on proposera un truc nouveau. Outre ça, toute idée qui essaye d'être un peu rupturiste et de changer un peu les choses, ils sont très réfractaires. Jamais retenu, ouais. Ils essayent ils ont tous un peu leur petit labo, tu sais, un peu leur cellule un peu créative où ils essaient de faire des trucs, mais en fait, finalement, ils sont quand même c'est généralement en plus des jouets ces cellules-là, c'est souvent des jouets des patrons des grands groupes. C'est que ça les éclate un peu d'avoir un truc où ils peuvent s'imaginer faire des trucs, mais ça va jamais au bout. En fait, c'est plus surtout des grandes idées qui se retrouvent après face à la réalité
face à la réalité du fonctionnement de gros mastodons comme ça qui en fait ne laisse rien passer. Donc je pense qu'à ce moment-là j'avais déjà l'idée de me dire ok, mon métier pour l'instant il me plaît encore à peu près, mais je sais que le jour où j'arrêterai ce métier-là ce sera pour ouvrir une distillerie. Je le savais déjà et c'était la volonté que j'avais. Ok, et donc c'est arrivé quand ce moment? C'est arrivé en 2010 non. Attends, on est en quelle date? 2024 là? 2025. On est en 2025, Et ouais, le temps est. passe trop vite. C'est 2021, je pense. Ok. 2021-2022, j'ai quitté mon ancien métier où ça n'allait plus du tout pour plein de raisons. J'étais un peu forcé de quitter l'emploi que j'avais. Ouais. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis dit bon, ça c'est un signe qu'il faut en fait puisque c'est une opportunité de se dire ok bon bah allons-y puisque de toute façon là maintenant je me retrouve sans rien. Maintenant il faut que je puisse avancer, et c'est là où je me suis dit c'est peut-être l'occasion. Ouais. Et l'occasion, je me suis dit ok maintenant voilà, t'as fait suffisamment de temps dans ton ancien métier. Là, il se trouve que les choses se sont pas passées comme tu le souhaitais ou comme tu l'imaginais. Bah, c'est le moment de se réinventer et c'est le moment de potentiellement se poser des questions et faire les choses différemment. Et c'est là où j'ai commencé à me pencher sur ce sujet de créer une distillerie. Ok. Au début, enfin, pas au début, mais je veux dire le bar, la distillerie, vous êtes 2 à l'avoir créé. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la rencontre avec ton associé et comment vous avez eu l'idée ensemble enfin, comment ça s'est passé en fait je sais pas comment l'expliquer, mais de l'idée à la création, comment ça s'est passé? Je pense que c'est... Alors, tu vois, comme on en parlait avant, tu vois, je pense que c'est toujours une question d'humain. Les choses se passent toujours humainement. C'est des rencontres qui se font et qui se font parfois de manière complètement inopinée. Et c'est souvent les meilleurs, d'ailleurs. Et c'est souvent les meilleurs, ouais. C'est souvent les meilleurs. Mais en tout cas, c'est celle où il y a aussi beaucoup de... Il y a des histoires à raconter derrière. Et c'est pas des... tu sais, c'est là où on s'écarte un peu du truc d'avoir un storytelling pour du marketing, mais qui est plus vraiment la vraie vie de ce qui s'est passé, quoi. Donc je commence à regarder, moi n'y connaissant rien, à monter une distillerie, c'est-à-dire que je savais comment on s'occupait d'une marque, comment on gérait du design, des choses comme ça, mais en fait finalement créer une distillerie, savoir faire des produits soi-même et tout, j'en avais aucune idée. Ouais. Donc je suis parti un peu d'une feuille blanche à commencer à lire plein de choses, à me dire ok, bah tu sais un peu, c'est des questions cons aussi de se dire, alors je connaissais quand même le grand principe de la distillation, hein, les bases, on va dire. Mais j'avais plus toute la partie très administrative, toute la partie légale, tout ça. En fait, j'avais aucune idée. C'est comment on crée une entreprise, qu'est-ce qu'il faut pour créer une entreprise, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir distiller de l'alcool, puisque évidemment, bah, c'est un beaucoup sujet. De réglementation. Ouais, il y a une réglementation particulière et tout, donc il a fallu découvrir tout ça, essayer de se renseigner. Donc là, je partais d'une page blanche, donc beaucoup de lectures, de témoignages, de choses sur Internet, d'essayer de rencontrer des gens qui étaient aussi en train de lancer leur distillerie, ou qui étaient déjà lancés, ou enfin voilà, essayer d'avoir emmagasiné de choper des infos à droite voilà, à c'est gauche. Ça. De juste essayer quand tu démarres comme ça à zéro, en fait, c'est un peu une espèce de courbe où au début c'est trop bien. Parce que t'es hyper excité, t'as envie de découvrir plein de trucs, et puis plus tu découvres des choses, et plus en fait ça devient vertigineux, parce que tu te dis ah mais ça s'arrête pas, il y a tout il y a tout à apprendre, et surtout tu commences à mettre le doigt dans un espèce de truc qui te paraît une montagne, et donc t'essayes petit à petit de cloisonner un peu les trucs et de se dire ok, bon bah il y a l'aspect légal, il y a l'aspect tu vois, t'essaies de ranger un peu dans des boîtes et de te dire bon, j'ai quelques chantiers sur lesquels je dois travailler, et on va y aller petit à petit. Et donc en rencontrant des gens comme ça, on avait des discussions, et évidemment tout le monde me posait un peu la même question que toi, qui était mais comment en fait t'en viens à vouloir monter une distillerie. Donc je raconte ce que je t'ai raconté avant,
Et notamment, il y avait aussi un truc que je t'ai pas raconté, c'est qu'à Paris, donc là ça remonte, mais quand je suis arrivé à Paris et que j'étais stagiaire, évidemment on gagnait que dalle en agence, et on avait quand même envie de sortir et de faire la fête et tout. Et donc avec un de mes potes à l'époque, un de mes co-stagiaires, on a eu l'idée de se dire, bon, on va essayer de diminuer notre facture sortie. Et notre facture boisson par mois. Donc on va créer, alors c'était avant les Instagram, avant les réseaux sociaux et tout, on a dit on va créer un blog qui va parler d'alcool, et en fait comme ça on va avoir des produits gratuits, on va se faire inviter à des soirées, et comme ça ce sera trop bien, on va pouvoir moins dépenser. Donc ça c'est la version off. La version officielle, c'était non, on est super intéressé par le marché de l'alcool, on a plein de trucs à dire et tout. Mais en fait, en réalité, les deux versions sont vraies, parce que moi, travaillant sur des marques d'alcool, on avait accès à des informations que peu avaient en avance, et donc ça nous permettait de pouvoir avoir du contenu qui était assez exclusif. Et donc on a monté ce blog-là qui s'appelait Distiller à l'époque, et qu'on a tenu pendant 2 ans, je pense, un truc comme ça, et qui a vachement bien marché, où les marques nous ont assez repérés, parce qu'on avait eu envie de se différencier par rapport à ce qui existait sur le marché des blogs à l'époque d'alcool, où tout le monde était très pointilleux, et essayait en fait d'avoir une approche très professionnelle, mais presque trop, qui était on va parler du whisky, des petites notes, de ces choses-là. Et en fait, nous on était là en mode, nous, on n'a pas encore suffisamment de connaissances, on n'est pas des sommeliers, on n'est pas des nés, on n'est pas tout ça. Donc en fait, ce qu'on voulait plutôt raconter, c'était la partie beaucoup plus lifestyle des sorties, de faire un peu des... Tu vois, c'était avant l'heure, on avait créé l'annuaire des bars, des meilleurs bars de Paris, de dire, ok, qu'est-ce qu'il te faut chez toi, c'est quoi les produits qu'il te faut chez toi si tu veux t'éclater avec tes potes et faire des cocktails chouettes, de présenter les nouveaux produits qui sortaient. Enfin, tu vois, c'était tout ce truc-là. Et donc, ça nous a permis de potentiellement, enfin, notamment aussi, de pouvoir participer à des événements et de rencontrer, en fait, finalement, des gens du monde de la conception de spiritueux, et aussi des gens du monde du bar. C'était très malin. C'était la débrouille, hein. On essayait de se débrouiller comme on pouvait à l'époque, mais c'était hyper intéressant. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant, parce qu'en plus, j'aime beaucoup écrire, donc c'était chouette de pouvoir aussi travailler là-dessus. Et donc, invité à des événements et tout, ça m'a permis aussi là de connecter avec le monde du bar. Et donc de rencontrer des barman, de rencontrer des gens qui sont vraiment plutôt du monde de ce monde un peu plus, on va dire, front de la restauration, tu vois, un peu en prise directe avec les clients, les consommateurs, etc. Et il se trouve qu'il y a eu un événement où en fait on avait été invité pour aller visiter une distillerie je saurais plus te dire si c'était bénédictine, sur la côte atlantique. Et à ce moment-là, j'avais été le seul média entre guillemets qui avait été, parce qu'on n'était pas un média, on était juste deux potes qui écrivaient des bêtises et qui rigolaient avec ça, mais ça marchait bien. Ouais, bah en tout cas, on essayait de surtout pas se prendre au sérieux, et on se prenait pas pour ce qu'on n'était pas. C'était vraiment, on a toujours essayé de garder une certaine distance, de juste dire non, mais nous, ça nous éclate de faire ça, et c'est cool, quoi. Et donc, je suis invité à ça, et en fait, je me retrouve à être le seul média, et là, c'était que des barman. Les barman un peu en vue de Paris qui étaient invités. Ok. Et ça a été la première rencontre avec celui qui deviendra mon associé ici. Mais c'est une rencontre où en fait on s'est vu le temps d'un week-end, mais bon, moi j'étais rien, moi j'étais juste un vieux média, et c'était des barman qui étaient là pour qui passaient un bon week-end et qui s'amusaient entre eux. Ils se connaissaient tous, évidemment. Il y a que je découvre maintenant depuis quelques années et tout, mais il y a une vraie communauté, mais comme dans tout métier, comme la restauration, la restauration de manière générale, il y a une vraie communauté qui se crée au sein de ce marché-là. Mais donc voilà, donc ça a été la première fois où on s'est vu. Et donc, quand je reviens au moment où je suis... c'est complètement décousu ce que je fais. Non, mais on fait des petits... Ouais, on fait des allers-retours. Et donc, arrivé au moment où je commençais à chercher un peu ce que je devais faire, pour arriver à monter une distillerie, donc je rencontre du monde, et donc je parle à un moment...
quand on me pose la question de mon background, je raconte cette histoire de distiller, sauf que bon, j'omets la partie de c'était pour moins dépenser et se faire inviter à des soirées, et plus la question de crédibilité, plus d'essayer de pointer le truc sur non, en fait, vraiment intéressé, ça nous a permis de faire faire beaucoup de contacts, de rencontrer pas mal de monde. Et je me souviens très bien d'une discussion avec une des personnes que j'avais rencontrées, et où je lui raconte ça et je lui dis bah voilà, ça m'a permis de rencontrer à l'époque des barman qui étaient un peu bien branchés, et je cite parmi les barman que je cite notamment le nom de mon associé. Et là il m'arrête et il me dit ah mais ce mec il est ultra intéressant, il est ultra inspirant, j'aimerais vraiment beaucoup avoir 5 minutes avec lui, parce que je pense que c'est vraiment une personne très inspirante sur le marché. Et là je rentre chez moi et je me dis mais en fait c'est con, parce que j'ai un contact, là je rencontre plein de gens et tout, c'est très cool et c'est super intéressant. En fait là j'ai un contact ultra intéressant Ouais, où je pourrais avoir en tout cas où je pourrais avoir des infos vraiment, je pense que le premier message que je lui ai envoyé, c'était vraiment plutôt en mode juste si on pouvait discuter, parce que là moi je démarre tout juste un projet perso, est-ce qu'on peut en discuter, parce que je pense que t'as peut-être des choses à m'apprendre, ou tu vois, voilà, c'était vraiment très innocent comme première approche. Mais donc je lui envoie ce message là, je dis je sais pas si tu te souviens, on s'était vu un truc, évidemment bah, ils s'en souvenaient pas, mais normal, je pense que c'est mais on avait eu un contact quelques temps avant sur un sujet que je travaillais en agence, enfin on avait eu une première prise de contact là-dessus. Et donc je lui envoie le message et je lui dis bah écoute, j'ai un projet perso, si t'as du temps j'aimerais bien qu'on en parle. Et il me dit bah écoute, j'ai un train le lendemain, j'ai 1 heure de battement, si tu veux on s'appelle à telle heure. Et donc le lendemain on s'appelle et on passe 1 heure au téléphone, et là on se découvre plein de points communs. Donc je lui raconte que j'ai envie de monter une distillerie, mais que j'ai pas forcément envie de monter une énième marque de gin, que ça me saoule un peu, et que j'ai l'impression qu'en fait là il y a une autre voie à prendre sur le marché des spiritueux, que on peut essayer d'être plus créatif, faire quelque chose de différent. Ouais. Lui avait une vraie vision qui commençait à travailler à ce moment-là, qui était encore un peu au stade embryonnaire, mais il avait déjà une certaine vision qu'il voulait porter sur le marché des spiritueux. On se rend compte, il est savoyard, je suis savoyard, et l'origine de Abstract, c'était au début, on se disait, bah, on va créer cette distillerie en plein milieu des montagnes, on va faire, oui, vu ça. on va faire une distillerie un peu folle avec un musée autour du goût, on aura notre propre endroit ou faire pousser ce qu'on utilisera après en distillation. C'est quelque chose qui n'est pas un projet qui est abandonné, mais qui est juste, on s'est dit bon, et on va pas partir trop loin tout de suite, on va commencer un peu à une plus petite échelle. Mais donc voilà, on a cette discussion là, et en fait on termine la discussion et il me dit bah écoute go, on monte ça ensemble. Et on sort de 1 heure de call, et moi je suis là en mode ok, alors c'était pas du tout ce que j'attendais. Enfin, je m'attendais pas à ça. Alors évidemment, ultra euphorique, c'était dingo. Et voilà, c'est comme ça que s'est passé le premier contact avec mon associé. Donc juste pour info, ton associé qui est Rémi, alors je connais pas du tout le monde de ouais, la donc mixologie, il s'appelle, alors je pense que c'est important de citer déjà commencer à le citer lui, et surtout tous les gens, parce que encore une fois c'est, je pense ici un projet, c'est vraiment un projet de copains et de gens qui pas forcément tout le monde ne se connaissait à la base, mais je pense qu'on a très vite noué un lien assez fort tous ensemble, et on s'est tous très vite très appréciés. Mais donc oui, mon associé principal avec qui on a imaginé on a commencé à imaginer tout ce projet-là s'appelle Rémi Savage. Il est donc né à Chambéry, mais il a grandi à Lyon, chose que peu de gens savent, mais il a grandi à Lyon, il a fait ses débuts de barman à Lyon, et donc voilà, donc c'est dans le fond on est 2 Rhône-Alpins, et dont un encore plus lyonnais que moi, qui avons eu envie de venir se réinstaller ici et d'ouvrir notre projet ici. Et donc, maintenant, il y a l'idée de la montagne, pourquoi vous avez un peu laissé de côté. En fait, le projet est passé, je pense qu'on a c'est passé par pas mal de phases. La première phase était vraiment cette idée originale qui était de se dire, ok, on va monter cette distillerie en plein milieu des montagnes. On avait déjà, lui, il avait déjà cette vision sur les monochromes. On en parlera peut-être après, mais en tout cas sur la façon dont on approche les spiritueux et notre approche qui est particulière. Lui avait déjà
vraiment les bases de ça. Il avait déjà un peu cette vision-là, qu'il avait commencé à travailler chez lui pendant le confinement à Londres, parce qu'il est installé à Londres maintenant, mais il travaillait ça déjà à l'époque, et donc on a voulu pousser cette idée-là jusqu'au bout. Mais donc à l'origine, ça devait être en montagne, et puis après on s'est dit, bon, c'est quand même c'est beaucoup d'enjeux d'être en montagne, il y a des enjeux de logistique, il y a des enjeux d'investissement qui sont pas les mêmes. Il se passe, enfin, c'était compliqué de se dire on va commencer par ça, sachant que le concept même de ce qu'on voulait faire était déjà très conceptuel. En tout cas, il était très en rupture avec ce qui existait. Donc, il y avait un peu ce truc de ok, on va peut-être pas non plus se mettre trop de bâtons dans les roues, en tout cas se complexifier la tâche tout de suite, et puis surtout il faut d'abord qu'on fasse une preuve de concept, que l'idée qu'on a, ce qu'on veut faire fonctionne. Une fois que ça une fois qu'on aura résolu ça, après on pourra s'imaginer partir dans tous les sens et faire les fous. Ensuite, il y a une deuxième phase où on s'est dit qu'on a eu écho qu'il y avait un bâtiment absolument incroyable au bord du lac d'Aiguebelette qui était vide, et où la mairie cherchait des gens pour faire un projet là-dedans. Donc là, on est parti dans tous les sens, et on a imaginé un concept ça s'appelait la maison des arts décoratifs, avec un hôtel, parce qu'on était obligé de garder une partie hôtelière, un bar à cocktail, la distillerie, etc. Mais bref, même chose. C'était nos débuts. Où on partait dans tous les sens, et on s'est vite rendu compte qu'il fallait qu'on soit un peu plus réaliste que ça, et qu'on démarre de manière un peu plus un peu plus calme. Et donc c'est là où l'idée est venue. Moi, je lui ai proposé, je lui ai dit, écoute, moi je pense qu'on commençons par un laboratoire à Lyon. On trouve un petit local, on s'installe dans un laboratoire, on installe notre labo à Lyon. On fait une première preuve de concept, et puis ensuite on voit pour la deuxième phase. Et parce que moi parce que je vivais à Lyon, et donc c'était simple, et lui, l'idée lui a plu tout de suite, puisque c'était l'occasion pour lui d'avoir en tout cas un projet, un pied-à-terre entre guillemets, qui lui permettrait de revenir régulièrement à Lyon. Il a encore de la famille dans la région, etc. Donc lui, c'est un très grand amoureux de Lyon, et il avait vraiment envie de pouvoir revenir sur cette idée aussi. Ouais, voilà, c'est ça. On s'est dit, go, on va faire ça. Et il me semble que le lieu, c'est vraiment un coup de cœur. Ouais, alors ça devait pas du tout être vraiment les premiers lieux qu'on regardait, c'était pas du tout, ça ressemblait pas à ça. C'était vraiment limite on cherchait une cave ou un garage, ou vraiment c'était juste un espace de production. C'était que labo. Exactement, ouais. L'origine du projet, c'était vraiment, l'idée centrale, c'était ce labo et cette distillerie d'un nouveau genre. C'était vraiment le centre du projet. Donc à ce moment-là, on était encore concentré là-dessus. Et puis il y a eu ce moment où on a découvert ce lieu-là, et où en fait on s'est pas posé de questions. Ça a été vraiment le coup de cœur direct. On s'est dit ok, c'est là, on va s'installer ici. Avec ses qualités et ses défauts, dont on fait l'expérience aujourd'hui, mais ouais, on a décidé de s'installer donc aux 2 rue du Roc, dans ce bâtiment qui forme un angle qui ressemble un peu à le Flatiron français, lyonnais, on pourrait dire. C'est vrai, ouais. Il y a un petit côté là-dedans, et donc voilà, on a posé nos valises ici. Alors ce qui était aussi en plus très drôle, c'est que ceux qui nous écoutent ne verront pas les images, ceux qui nous regardent verront peut-être les images, mais il y a une vue, il y a une très belle vue. La vue, on l'a découverte qu'une fois qu'on avait récupéré les clés, puisque évidemment le lieu était abandonné depuis 2 ans ou 3 ans. Plus de contrat d'électricité, rien, tous les rideaux de fer tombés, donc on a fait toutes les visites à la lampe de poche, et on a signé le bail en ayant visité uniquement la lampe de poche, ce qui était assez drôle. Et donc il y avait eu ce moment un peu magique où quand on a levé les rideaux, on a dit ok, c'est vraiment très beau. C'était quoi avant, une épicerie, c'est ça, un tabac? C'est un lieu qui a eu, je pense, 1000 vies, qui existe depuis très longtemps. Ça a été dans les années 50, ça a été une épicerie. C'est marrant parce que j'ai beaucoup de voisins qui me racontent pas mal d'histoires, et dont des personnes âgées aussi qui ont connu le lieu depuis très longtemps. Génial. Et qui me racontait qu'il y avait à l'époque, il y avait cette femme qui tenait l'épicerie dans les années 50, et puis on imagine bien un peu le cadre avec cette femme au gros doigt, la grosse travailleuse qui a vraiment, tu vois, qui avait les mains dans le cambouis toute sa vie,
un peu penché en avant, un peu, tu vois, un peu usé par la vie, mais qui descendait à la cave via une trappe en bois pour remonter des fruits, des légumes qu'elle vendait ici. Puis après, ça a été un restaurant de quartier, un bar tabac, un dépôt de pain. Il y a eu vraiment mille vies. Et ce qui était marrant aussi d'ailleurs, c'est qu'il y a une des propriétaires, enfin qui a tenu ce lieu-là, habite toujours dans l'immeuble au-dessus, au troisième, Marie-Lou, avec qui on a pas mal discuté aussi. C'était assez cool de pouvoir créer un lien entre ce que le lieu a pu être avant et nous qui reprenions l'affaire ici. Ok. Donc à ce moment-là, c'est là que intervient votre idée de bar. Parce que vous avez un lieu finalement qui devient très grand. Ouais, il y a deux choses. Je pense qu'il y a déjà le lieu qui avait suffisamment de place pour faire ça. Évidemment, on découvre aussi on découvre un peu par hasard qu'il y a une licence 4 liée au lieu. Ça Donc, qui est plutôt une chance. Qui est une très grosse chance. Parce que c'est très compliqué d'en avoir en plus, non? Ouais, alors je pense que ouais, ça peut être compliqué puis ça coûte vite cher. Ça coûte vite cher. Mais donc, une fois que qu'elle est déjà sur le lieu, tu la repayes pas même si t'as un nouveau. Bah là en fait ça dépend. Ça dépend. Tu vas avoir soit ici c'est un format un peu particulier, c'est qu'en fait la licence 4 elle est liée au local. Donc en fait nous on loue la licence 4 à l'année. Et ça fait partie des charges qui sont comprises dans des charges, ça fait partie des frais de location qu'on a pour l'espace. Mais c'est donc pas à notre nom directement. On n'est pas titulaire enfin si on est titulaire puisqu'il y a eu un transfert, mais c'est un transfert partiel, c'est-à-dire que on n'est pas, si on part, on peut pas emmener la licence 4 avec. Elle reste liée au lieu. Mais bon, comme on compte pas partir, de toute façon, tout va bien se passer. Bon, ça va. Et donc, la licence 4 vous fait vous dire... Et donc, licence 4, on se dit, c'est en fait trop bien. S'il y a ça, en fait, on va diviser l'espace en deux. On va avoir notre labo derrière et on va pouvoir, en fait, créer ce bar à cocktail qui va nous permettre à la fois de, je pense, aller au bout d'une idée qu'on avait aussi une idée qu'on projetait sur le monde des bars à cocktail et de la mixologie, entre guillemets. Et de aussi pouvoir faire la démonstration en fait d'avoir ce showroom pour les clients. L'idée. Exactement, c'était quand même le meilleur moyen d'arriver à commencer à faire vivre l'expérience de nos produits et de faire comprendre en fait comment ils peuvent être utilisés, quel est l'intérêt de travailler de la façon dont on travaille en fait. Donc c'est comme ça qu'on s'est dit on va ouvrir, en plus de Abstract Lab, on va ouvrir Abstract Bistro, qui sera donc le bar à cocktail de la distillerie. Enfin, c'est une affaire à côté, c'est deux entités séparées. Mais voilà, on s'est dit, ok, on va monter ce bar à cocktail. Là, évidemment, là, c'est Rémi qui a pris le gros lead là-dessus en plus, puisque c'est sa spécialité. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on a ramené d'autres gens autour du projet, qui sont maintenant aujourd'hui vraiment des gens que j'aime beaucoup et qui sont des amis. On est une bande de copains maintenant et on s'aime, je pense, tous beaucoup. Mais donc là, c'est à ce moment-là que sont arrivés Adrien et Sarah Moudoulo, qui sont des très proches de Rémi, qui l'accompagnent sur tous ses projets et ils ont un bar à Oui, parce qu'il Paris. a plein d'autres bars. Alors lui, il a un premier bar, son premier bar qu'il a ouvert, c'était en 2021, je crois, ou en 2020 ou 2021, c'était à Londres, donc ça s'appelle Bar with Shapes for a Name, donc qui est basé sur le courant, le bar house et le fonctionnalisme, parce que son approche à Rémi, c'est qu'il ouvre à chaque fois, il ouvre un bar qui est basé sur un courant artistique. Et c'est de penser entièrement l'expérience du bar basée sur ce courant artistique-là. Donc il y a A Bar with Shapes for a Name à Londres. Ensuite, il a ouvert la même année que Abstract, il a ouvert à Paris avec donc Adrien et Sarah. Notamment Adrien et Sarah. Il y a aussi Marc qui est associé avec eux, pareil, très belle bande, ils sont tous adorables. Et donc ils ont ouvert Bar Nouveau, qui est un bar basé sur l'art nouveau à Paris, donc ça c'était en juin 2023, et nous en septembre 2023 on ouvrait Abstract, avec donc c'est là où on a ramené Adrien, Sarah, Paul, qui est son associé de Londres, qui s'est associé aussi ici. Et comme on s'est dit qu'on allait faire un peu de food, on a appelé notre copain aussi Guillaume, qui s'est joint à l'aventure avec nous pour ici Abstract Bistro. Et ça, c'est ce qui a beaucoup fait parler. Quand vous êtes arrivé à Lyon, c'est Guillaume, qui est, qu'on le rappelle, chef étoilé à Paris, qui a le restaurant Nezo.
Ouais. Donc ça a beaucoup fait parler. Alors nous, on s'est fait surprendre un peu par ça. Ouais. Pour être très honnête, et c'est pas c'est vraiment pas de la modestie. Nous, on était concentrés sur notre projet. C'est encore une fois, nous, c'est une histoire de copains. On se connaît maintenant bien tous. On a tous créé vraiment des liens ensemble, et on était très concentrés sur le projet. Et on savait pas du tout à quoi s'attendre. Au moment de l'ouverture, et moi je me revois encore en août à essayer, où on s'approchait de genre, on avait pris un retard absolument déraisonné. Normalement on était censé ouvrir en juin, on a ouvert avec 3 mois de retard à cause des travaux, on a eu toutes les merdes possibles qu'on aurait pu avoir, on les a toutes eues. On continue d'en avoir, mais c'est comme ça qu'on apprend. Au moins c'est ouvert. Ouais, bah non, mais oui, ça bougera pas. Mais donc, ouais, il y a eu ce moment un peu étrange où d'un coup on a compris que en fait, peut-être qu'on parlait un peu de nous, où vraiment nous on savait pas à quoi s'attendre au moment de l'ouverture, et il se trouve qu'il y a eu, alors je sais plus quel média qui a posté un premier article, évidemment sans jamais nous consulter, c'est-à-dire que nous on n'a pas envoyé de communiqué de presse, on a juste, nous on faisait notre truc de notre côté avec notre petit compte Instagram où on envoyait, où on mettait 1 ou 2 photos pour commencer à teaser un peu qu'on allait ouvrir un lieu, mais c'était plus voilà, on va faire un truc et ça va être cool. Et donc il y a eu ce premier média qui a commencé à poster un premier article, et là ça a été un peu un effet boule de neige. Je crois qu'on était mi-août, un truc comme ça, début août ou mi-août, et c'est là où on a commencé à prendre un peu la pression, nous, parce qu'on était là en fait, ça commence à parler quand même beaucoup de nous, alors que nous, on était encore vraiment, on était loin d'être ouvert. C'est-à-dire que même, je pense que 2 semaines avant l'ouverture, je pense qu'on avait encore, il y avait encore tout à faire. La carte était pas finie. Enfin vraiment, c'était petite pression qui monte là. Petite pression, mais en essayant de rester toujours en disant, ok, bon, quoi qu'il arrive, de toute façon, on va faire. On reste concentré sur ce qu'on fait, on reste dans la droite lignée de ce qu'on a en tête, et on va pas, ça change rien de ce qui est dit, qu'on parle de nous ou pas, ça change rien de ce qu'on doit faire et du travail qu'on a à faire. Seul problème qu'il y a eu, c'est que c'est de la façon dont on a parlé de nous, c'est-à-dire qu'on nous a présenté comme étant le futur restaurant de Guillaume. Et en fait, ça, nous, c'était problématique, mais au global, c'était problématique pour nous, parce qu'on voulait pas cet effet déceptif. On n'était pas un restaurant, et ça a jamais été l'objectif d'être un resto. On se prend pas pour ce qu'on n'est pas. L'objectif n'a jamais été de créer un resto ici. C'était de créer un bar à cocktail inspiré des bistrots, où il se trouve qu'on faisait aussi à manger et que c'était pas mauvais. Mais jamais l'idée n'a été de faire un resto. Mais là, du coup, en fait, ces articles tombent, et tout le monde commence à penser qu'on va ouvrir un restaurant ici, quoi. Donc il a fallu envoyer 1 ou 2 petits mails quand même un peu rectifier le tir. Juste au moins de les prévenir et de leur dire, nous, ce qu'on voulait pas, à la rigueur, que les journalistes racontent ce qu'ils veulent. Il y a pas de, ils font ce qu'ils veulent, et c'est dommage qu'ils soient pas plus intéressés. Ils auraient pu nous appeler et nous poser des questions avant de faire ça. Bon, ils l'ont pas fait, mais tant pis. Toute communication est bonne à prendre. J'ai appris que toute communication était bonne à prendre, mais celle-ci, ça aurait été mieux si on avait pu si on avait pu leur donner le vrai sujet, de leur dire non, mais on est d'abord une distillerie, ensuite un bar à cocktail, et ensuite il se trouve qu'on fait un peu à manger, quoi. Remettre juste l'église au milieu du village. Exactement, ouais. Organiser. Il y a peut-être aussi un peu une méfiance qui s'est installée pour les Lyonnais. Enfin, j'ai eu cette impression aussi où c'était hyper attendu. Il y avait un des gros titres, c'était le bar de l'année, l'ouverture la plus attendue de l'année, une grosse pression. Et même nous on l'a subi, cette pression, j'imagine. Parce que j'entendais autour de moi, du coup je connaissais, c'était vraiment le début où je commençais un peu à m'intéresser à la food et tout, et je connaissais même pas Guillaume Sanchez. Du coup, là, je me suis intéressée à lui, j'ai écouté des podcasts et tout, et je me suis dit, j'ai commencé à comprendre que les gens se disaient, c'est genre les Parisiens qui viennent s'installer à Lyon et faire leur petit concept un peu farfelu. Donc il y a eu un peu une mauvaise compréhension du lieu, quoi. Je pense après, là où nous on n'a peut-être pas été, on aurait peut-être dû essayer d'expliciter ça un peu plus. On a eu évidemment la perception, et puis on entend aussi, on entend ce qui se dit, donc évidemment il y a une perception de c'est les Parisiens qui débarquent. La réalité, c'est que c'est d'abord un projet qui a été monté par Rémi, et qui originellement c'était Rémi et moi-même, puis après on a pris les copains autour, mais
Encore une fois, Rémi a grandi à Lyon. Moi, je viens d'un petit village en Savoie. Je pense que voilà, on est. Moi, je suis réinstallé à Lyon depuis très longtemps. J'ai fait mes études ici. Enfin, moi, je n'avais pas du tout l'impression. Mais je pense que c'est là où on a peut-être manqué de lucidité aussi. Pas de lucidité, mais on a peut-être été un peu trop. Innocent, je pense, où on s'est dit, nous, on savait, on connaissait l'histoire derrière, on n'a pas senti le besoin de absolument de rappeler que en fait, oui, d'abord un projet de gens qui sont, Ouais. de gens qui sont d'ici ou de la région, quoi, de Rhône-Alpin. Donc bon, après, on essaye de pas. On a entendu ces bruits de couloir, mais on voulait pas aller démentir. Parfois, il y a un peu ce truc de se justifier, c'est s'accuser. Ouais. Je pense que nous, ce qu'on voulait plutôt, c'était essayer de montrer que ce qu'on fait, c'est cool. Et c'était en fait dommage. Je pense à un moment, quand il y a eu un peu ce mouvement-là, c'était dommage que ce soit concentré sur les personnes et pas sur le projet. C'est Et vrai. pas sur ce qu'il y a ce qu'il y avait dans les verres, ce qu'on fait derrière, ce qu'on servait dans les assiettes. Et c'était ça qu'il fallait, c'était ça où le focus aurait dû être fait. Mais ça, je pense que c'est aussi de notre faute et de la façon encore une fois, je pense qu'on a été peut-être trop innocent et on s'est pas posé la question de cette espèce d'effet un peu boule de neige qui a pu y avoir autour de ça. Donc Ouais. maintenant, voilà, il y a pas et puis après, il y a pas de regret. Hein, Oui, ça a été fait comme ça. ça a été fait comme ça et de toute façon, d'une, on reviendra pas en arrière. Et puis de deux, après, on est resté vachement cohérent par rapport à ce qu'on était. C'est-à-dire, non, mais nous, on est resté concentré sur ce qu'on fait en fait. Et le reste, ça a finalement peu d'importance. Et puis, puis après, les on-dit disparaissent aussi un jour. Je Mais pense bien que sûr. c'est la meilleure réponse à faire, c'est juste de continuer à faire ce qu'on fait parce qu'on croit vraiment à ce qu'on fait et de montrer que c'est ça qui compte en fait. Plus que des noms, plus que des personnes. Je pense qu'ici, on essaie de proposer autre chose. Même si les personnes sont. Enfin, les gens, c'est hyper important, mais je pense que c'est le cœur de ce qu'on fait ici, c'est un peu plus grand que ça, quoi. On va profiter de ce moment pour que tu nous parles justement du cœur de ce que vous faites, donc la distillerie, Ouais. et notamment les monochromes dont tu as Ouais. parlé. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça, le labo, ce que vous faites, ce que vous fabriquez là-bas derrière, et donc les monochromes. Alors, donc ce point central ce point central du sujet, donc c'était cette idée d'essayer de décomplexifier le monde des spiritueux, qui a eu tendance à vraiment avec le temps à devenir à avoir un peu des couches de complexité qui se sont rajoutées avec le temps et qui ont en fait créé une certaine distance entre le consommateur final ou l'amateur qui peut exister de spiritueux et le goût et sa perception du goût. Tout le cœur du projet, c'est de questionner notre relation avec le goût. C'est ça l'origine même, on va dire la grande question qu'on s'est posée et qu'on essaye de poser et qu'on essaye de faire vivre, c'est de dire, ok, quel est notre rapport avec le goût et comment en fait on peut finalement revenir à ce qui est l'origine du goût, ça veut dire les ingrédients, et de se faire fi de tout le reste. Donc les monochromes, c'est une vision de se dire, ok, on oublie toutes les catégories de spiritueux. On parle plus de tequila, on parle plus de gin, parce que finalement, ça a très peu de sens de parler de gin si on s'intéresse pas au baie de Genièvre. Ça a très peu de sens de parler de tequila si on s'intéresse pas à l'agave. Et en fait, c'est ça qui va donner le profil de la typicité aromatique à la fin de chaque ingrédient, de chaque spiritueux, pardon. C'est vraiment l'ingrédient de base. Et nous, on s'est dit, bah, oublions tout ça et revenons en fait à l'essence même et revenons à l'ingrédient. On va créer des spiritueux qui sont basés à chaque fois sur un seul ingrédient et rien d'autre. On prend un ingrédient, de l'alcool et une technique de distillation qui s'appelle la distillation sous vide, qui permet en fait de changer un gros paradigme aussi par rapport à l'utilisation d'alambics classiques. C'est que quand on utilise des alambics classiques, finalement les ingrédients se plient à la technique. Or, en utilisant des évaporateurs sous vide, des rotavac, qu'on appelle ça, rotavac. En utilisant ça, en fait, et ben, d'un coup, c'est la technique qui va venir s'adapter à l'ingrédient. Plus on arrive à adapter la technique à l'ingrédient, plus en fait on va le respecter, plus on va être en mesure de pouvoir extraire les meilleurs aromatiques et les exprimer de la meilleure des façons possibles derrière. Et c'était aussi d'essayer de proposer au grand public et à n'importe qui, en fait, de dire
revenons juste à l'essence même, c'est de la framboise pour de la framboise. C'est du citron pour du citron. C'est pas une vodka aromatisée au citron, c'est pas un gin aromatisé à la rose. C'est juste de la rose, c'est juste du citron, c'est juste de la framboise, mais c'est la plus pure et la plus juste définition de ce goût-là possible. Et donc, c'est ça, les monochromes, c'est de se dire, revenons à la simplicité de compréhension qui est de dire un ingrédient, un spiritueux, c'est tout. Aussi simple que ça. Ça me fascine. Vraiment, on en avait déjà parlé, donc je connais un peu l'histoire des monochromes, mais c'est fascinant parce que du coup, tu fais beaucoup de tests. Ouais. Et d'ailleurs, on le voit dans ton labo, il y a plein de bouteilles avec leurs petits noms, donc c'est plein de tests. Combien de temps ça t'a pris avant de pouvoir sortir ton premier monochrome? Alors encore une fois, Rémi lui travaillait déjà un peu à cette idée d'extraction aromatique. C'est une technique qu'il utilise et qu'il utilise depuis déjà longtemps et où il est vraiment solide là-dessus. C'est aussi une technique qui est utilisée dans son bar finalement dans tous les bars, mais qu'ils ont commencé à vraiment mettre en œuvre à Shapes à Bordeaux, avec ce truc d'extraction et de séparer les ingrédients et de prendre chaque ingrédient et essayer de créer d'extraire le meilleur des ingrédients. Donc il avait déjà un peu des premières bases et le premier produit qu'on a on va dire maîtrisé et qui a été un peu ok, on va commencer par celui-ci, mais on en avait déjà quelques-uns autour. On savait qu'on voulait pas avoir une approche monoproduit. Justement, tout l'intérêt de ce qu'on fait, c'est de pas avoir une approche monoproduit, mais de en fait démultiplier les ingrédients qu'on va utiliser, parce que c'est ça qui devient hyper intéressant en fait. C'est de alors, évidemment, on aime beaucoup l'art et donc on se compare souvent en se disant si on devait se donner se comparer à l'art. Nous, on est des producteurs de couleurs, de peinture. En fait, l'idée c'est vraiment ça, c'est de dire on est là pour proposer en fait des nouvelles couleurs et donc de se dire qu'on propose des produits qui permettent en fait à des professionnels, à n'importe qui s'intéresse à ça et qui a envie de faire d'expérimenter un peu ça, de pouvoir accéder à de nouveaux champs créatifs. Se dire quand on distille un homard entier, on se retrouve avec un spiritueux on se retrouve avec un spiritueux de homard. Ok, on le goûte derrière et on se dit ça nous fait penser à quoi, comment ça peut être utilisé derrière. Et en fait quand on commence à regarder un peu le marché, on se dit il y a pas beaucoup de spiritueux de homard. Alors bon, c'est pas un produit qu'on a sorti pour l'instant, c'est vraiment plutôt de l'ordre des bêtises qu'on fait derrière, mais l'idée, c'est ça, c'est aussi d'aller explorer des ingrédients qui sont un peu moins courants. Mais on a commencé par des choses simples. Donc, le premier produit, c'était la framboise qu'on a voulu travailler. Un spiritueux de framboise, donc un monochrome de framboise même. C'était le premier qui a été vraiment un peu abouti, où on avait quasiment une recette finie. Le citron est arrivé très vite derrière. Et après, on a commencé à travailler sur un produit qui, aujourd'hui... fait partie un peu des produits où je pense que qui rend les gens un peu curieux, et on a pas mal de gens qui passent ici pour goûter ça. Vas-y. Le beurre. Ouais. Le beurre, ça a été drôle, hein. Ça a été un vrai sujet déjà de travail, parce que c'était très complexe d'arriver à avoir une recette définitive qui soit stable. Ouais. C'est le gros enjeu. Quand on passe, en fait, finalement, c'est là où Abstract c'est un sujet compliqué aussi. C'est que de l'autre côté de la verrière, on est une vraie distillerie. Donc ça veut dire qu'en fait, on a une approche qui est pas juste de faire quelques petits échantillons pour une utilisation à un bar. C'est que là, il y a vraiment une production, et quand on fait des produits, en fait, il y a quelques règles à respecter, et dont une qui est la stabilité du produit. C'est-à-dire que si à un moment, chaque fois que on va avoir des clients qui vont acheter un produit et qu'à chaque fois il va être différent, on peut toujours se cacher derrière le truc de dire oui, mais bon, la nature, c'est pas tous les jours la même. Oui, ok. Et en même temps, je veux dire, la stabilité dans la production et dans la qualité du produit et dans ce qu'il peut apporter, ça c'est essentiel. Donc ça veut dire qu'en fait il faut être très précis sur ce qu'on fait, et il faut avoir une vraie méthode derrière qu'on a mis en place maintenant, et qui nous permet en fait de s'assurer que nos produits sont linéaires en termes de goût. Mais le beurre a été un vrai challenge. Pourquoi le beurre, en quoi ça peut évoluer, en fait, c'était surtout d'arriver à trouver la bonne manière pour vraiment avoir un vrai goût de beurre. Parce que déjà, le beurre, c'est assez délicat en termes en termes d'aromatique. Donc en fait, dès que tu vas le mélanger avec de l'alcool, potentiellement, tu vas avoir ce parfum, cette astringence alcoolique et les parfums d'alcool qui peuvent vite prendre le dessus. Donc il faut arriver à
exprimer suffisamment le goût de beurre Ouais. pour pas avoir l'impression de juste boire de l'alcool pur, quoi. Et le deuxième truc, c'est que bah évidemment le beurre est composé à 98% de gras. Et mais le gras c'est la vie, Faut pas hein. dire Mais en fait le truc c'est que bah là ça pose une autre problématique qui est en fait comment on arrive à créer un échange aromatique entre une solution aqueuse liquide comme de l'alcool ou de l'eau et du gras, et sachant que les deux se mélangent pas, et que pour arriver en fait à infuser un corps dans une solution, bah, il faut qu'il y ait un contact entre les molécules de la solution et les molécules aromatiques et les molécules de l'autre produit. Et le problème c'est que le beurre et le gras et l'eau ça se mélange pas, donc il a fallu faire énormément de tests et pour arriver à une recette qui était finale et qui était stable et où vraiment elle était très bonne. Ouais. Comment vous avez fait pour que ça se mélange du coup? On a nos petits secrets. Ah, Non, mais il y a pas vraiment de secret derrière. Je pense que c'est plus le travail qu'on a voulu. En fait, je pense que c'est plus aussi où on a évolué sur ce qu'on voulait exprimer du beurre. Et où au début, on était vraiment sur le beurre en tant que tel, la plaquette de beurre qu'on sort. Et très vite, en fait, on a eu envie d'aller vers finalement, je pense, l'odeur qu'on aime le plus dans le beurre, c'est le beurre noisette. De sentir ce beurre un peu caramélisé, d'avoir sentir un peu ce côté, ces notes un peu de caramel, de réaction de Maillard sur quand on a un croissant qui a cuit sur brioche, une exactement, ouais. Et donc c'est vraiment quand on a commencé à travailler dans cette direction-là qu'on a commencé à trouver un peu des manières et enfin déjà une direction en termes de goût, et ensuite après de trouver des petits tweets pour essayer de contrer la physique et la physique et la chimie. Ouais. c'est quoi les ingrédients les plus farfelus? Bon, déjà, j'en ai vu quelques-uns, j'ai vu des bouteilles, mais c'est quoi les ingrédients les plus farfelus que vous avez distillés? Enfin, que vous avez essayé? Je pense que le homard reste un des plus reste un des plus fous. Et le homard en plus c'est assez drôle parce que c'était pas une volonté de faire un distillat de homard à la base. T'avais un homard qui traînait, tu t'es dit tiens. Mais alors attends, mais tu rigoles, mais c'est exactement ça. En fait, c'est donc sur la première carte food qu'on avait ici, on servait un lobster roll absolument délicieux. Et donc bah c'était on recevait les homards frais et voilà, c'était vraiment, on partait du homard. D'ailleurs, petite dédicace à Benoît Chapuis qui doit s'en souvenir encore de tous les homards qu'il a traités. Mais en gros bah on en avait eu un où à un moment le homard il arrivait en date de validité où on pouvait plus le servir. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le homard, on l'a plongé dans un bain d'alcool pur, on l'a mis au frais, on l'a gardé, je sais plus combien de temps, on l'a laissé comme ça, et à la fin on a mixé le tout et on a distillé pour voir ce que ça donnait. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec 2 litres ou 3 litres de distillat de homard, et donc on rigole parfois avec quand les gens nous posent la question de savoir qu'est-ce qui est le plus fou que vous ayez fait, on dit le homard et on leur fait goûter et ils disent ah ouais, ça sent la mer. Et on dit ouais. Il y a eu la sardine aussi. La sardine aussi, oui, que t'as senti tout à l'heure. C'est très particulier. Après, je pense que c'est bon. Ça c'est pas du tout des produits finis. Je pense que ce qui est intéressant sur ces parties-là, c'est plus en fait au-delà de l'ingrédient en tant que tel, qui est évidemment, il y a un côté fun de se dire qu'on a distillé un homard ou une sardine. C'est plutôt de se dire c'est quoi le résultat à la fin. Quelles sont les notes qui vont sortir de ça? Et ensuite de se dire bah comment en fait ces notes-là peuvent être utilisées pour venir dans des compositions qui vont en fait peut-être je dis n'importe quoi, mais le homard, on réfléchissait pourquoi pas à se dire est-ce qu'on fait un Bloody Mary basé sur du homard. Ça aurait du sens. Il y a ce cocktail vachement connu, enfin je crois que c'est les Canadiens qui boivent beaucoup ça, le Clamato, où c'est jus de tomate et jus de palourde, tu vois. Okay. Donc il y a un sens à aller se dire ok, bah on peut potentiellement utiliser les fruits de mer dans un cocktail qui va jouer beaucoup plus sur ce côté un peu riche, presque on est à la frontière entre la cuisine et la cuisine et le cocktail, mais c'est ça qui est intéressant. Et c'est de se dire peut-être que ça peut amener des notes qui sont vraiment très très cool, donc c'est vraiment ça notre approche. Plutôt la recherche, le test et voir un peu ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Ouais, c'est beaucoup de tests. Quoi. Ouais, bah je pense qu'il y a un peu ce truc, tu sais, de
quand tu commences à avoir, quand tu commences à mettre un peu les doigts dans cette technique-là et que tu commences à maîtriser un peu la technique, et Ah je ouais, pense tu que dois avoir envie de tout essayer. bah c'est ça, c'est que t'as envie de tout essayer. C'est n'importe quoi, t'as envie de te dire ok bah on essaye, on regarde ce que ça donne. Et ce qui est marrant, c'est que beaucoup de nos guests qui viennent ici, enfin de nos clients, quand ils viennent ici, tout le monde a toujours au moins cette phrase une fois à dire. Et est-ce que vous avez essayé ça? Et est-ce que vous avez essayé Tout ça? le monde a des idées. Hein. Bah, tout le monde a des idées et je pense que nous on foisonne d'idées de choses qu'on a envie de faire. Après bon bah il se trouve que c'est quand même c'est pas un jeu ici, donc il faut on a du travail autre. Mais sinon moi je pense que je pourrais passer des heures, je pourrais passer ma vie ici à juste tester des trucs quoi. Regarder ce que ça donne, essayer, goûter. Ouais ok ça a un sens. Comment après on peut arriver à l'utiliser dans des boissons, mais je pense que c'est vrai, la vraie chose qui fait que le projet abstract dans son ensemble, quand on parle du bistrot, enfin du lab et du bistrot, ce qui est hyper intéressant, ce qui se passe ici, c'est que on a une totale maîtrise de l'ingrédient jusqu'au verre. Et en fait, donc petit point sur le bistrot, c'est que l'unicité qu'on a là, c'est que on n'achète aucun spiritueux. 100% de ce qui de notre carte est fait ici. De la partie spiritueuse, 100% des spiritueux sont uniquement des monochromes ou des distillats d'ingrédients uniques, mais tout est basé là-dessus. Et en fait, ça devient hyper intéressant parce que c'est compliqué en termes de process, mais intéressant parce que d'un coup, en fait, on se libère de toute, on se libère de tout. De toute barrière qu'on pourrait avoir, de limites qu'on pourrait avoir avec des produits qui sont issus de marques qui sont déjà fait leurs produits et qui vont avoir des mélanges où il va parfois falloir travailler avec le produit, essayer de contrebalancer certaines choses qu'on n'aime pas dans le produit. Bah là, en fait, nous, comme on repart directement de l'ingrédient, bah en fait, c'est nous qui allons décider de quelle orientation on va donner au spiritueux à la fin. Et donc, en fait, ça nous donne une liberté d'action qui est totale. Et qui nous permet de pouvoir partir dans tous les sens. Et puis après, bah, on a aussi la liberté de n'avoir aucun contrat de marque avec personne. Et donc d'avoir... C'était hyper important pour nous aussi d'avoir cette liberté-là. Alors là, c'est plus sur la partie bistrot, mais d'avoir cette liberté en termes de création sur la carte, sur ce qu'on peut mettre en place. Voilà, c'était très important pour nous. Aussi sur les produits, il me semble que vous sourcez quand même assez localement. Ouais. L'idée, c'est l'idée, c'est de se dire que chaque ingrédient, on travaille en direct avec les ingrédients, en tout cas des spiritueux qu'on vend à l'extérieur sous l'égide monochrome. C'est des ingrédients qu'on va sourcer en direct avec des producteurs. Okay. Toujours, en fait, c'était un peu cool aussi de se dire que c'est plus fun de discuter avec des producteurs que de discuter avec des commerciaux qui viennent te vendre des produits. Tu vois, c'est plus enrichissant. Tu vois. Et donc voilà, on travaille en direct avec des producteurs et quand on peut, on essaye de faire en local, et c'est pour ça aussi qu'on s'est installé à Lyon et que ça avait du sens d'installer le projet Abstract à Lyon, parce que autour de Lyon c'est un grenier, il y a des producteurs pour presque tout et n'importe quoi. C'est mieux d'être installé ici que d'être installé à Paris, c'est évidemment. J'aime dire ça. Et donc par exemple nos framboises, nos fraises, elles viennent de Montretier, de productrices en direct. Les citrons, ils viennent de Saint-Laurent-du-Var. Le beurre, c'est la maison Bordier, donc là, bon, c'est un peu plus loin, mais bon, c'était parce qu'on cherchait aussi vraiment un beurre de très très grande qualité. Et l'idée, c'est vraiment de travailler comme ça, de se dire identifier le meilleur producteur qui peut nous faire les meilleurs ingrédients, des gens passionnés qui aiment la terre, qui sont passionnés par leur métier. Et je pense que nous, on est passionnés par ce qu'on fait. L'idée, c'est d'avoir un peu au-delà de la chaîne de valeur. Moi, j'aime bien parler de la chaîne de passion. C'est que c'est un peu, on se transmet un truc au fur et à mesure de la chaîne, et ça part de gens qui ont les mains dans la terre et qui connaissent la terre, qui savent faire pour arriver à faire les meilleurs produits, et qui ensuite nous transmettent leur passion à travers leurs ingrédients, et nous après notre passion on va la transmettre à travers nos verres. Il y a un peu ce truc d'échange qui fait que c'est cool. Je regarde mes petites questions parce que je sais pas du tout, j'ai pas le truc sous les yeux, donc je sais pas depuis combien de temps on enregistre. Mais j'étais en train de penser qu'on n'avait pas discuté de la déco qui fait quand même une partie de une grande partie de l'identité d'Abstract. On passe un peu du coq à l'âne là. Mais c'est toi qui gères le. C'est toi qui J'avais trop envie d'en parler parce que c'est vrai que le lieu est. Enfin, j'ai jamais vu ça ailleurs.
Alors, c'est Donc, très fort. si tu peux nous parler un petit peu, tu vois, rien que ce bar, les banquettes, la verrière, enfin, rien que la verrière, je crois que Alors, c'est une folie. on est très fiers. On est très fiers de ce lieu-là. Donc, l'idée de la déco du lieu. Donc, petit clin d'œil quand même à notre architecte Christopher et à tous les artisans qui ont travaillé ici avec nous. L'idée du lieu est complètement inspirée de la devanture. On s'est vraiment laissé emporter par la devanture. Encore une fois, ce lieu, c'est un coup de cœur avec ses qualités et ses défauts, mais c'est un coup de cœur, c'est une histoire d'amour. Ouais. Et en fait, on est tombé amoureux de la devanture. C'est une vieille devanture rose, défraîchie, qui a vraiment une vraie identité. Et l'idée, c'était de vraiment pas du tout pervertir ça. Ça aurait été trop facile de repartir complètement à zéro, d'effacer tout ce qui a pu être le lieu avant et de se dire, venez regarder, on fait une démonstration de futurisme, c'était pas ce qu'on voulait. Nous, on voulait essayer de créer, d'avoir un peu cet esprit c'est ce qu'on appelle en anglais, ça va faire très prétentieux, mais c'est the sense of the place. C'est qu'en fait, c'est aller dans un endroit et en fait respecter l'environnement de l'endroit et l'endroit en L'âme du lui-même. lieu, ouais. C'est ça, l'âme du lieu et respecter ça dans la démarche qu'il y a créative Ouais. derrière. Donc le lieu est divisé en deux espaces. Il y a l'espace bistrot qui là donc est un clin d'œil qu'on a voulu en fait donc faire un clin d'œil à cette devanture des années 50 et donc on s'appelle Abstract Bistro et comme je te disais c'est que nous l'idée c'était aussi de créer un bar à cocktail qui s'inspire des bistrots, qui essaye de casser un peu avec l'image des bars à cocktails classiques qui sont très feutrés, enfin souvent très feutrés, qui ont cette approche voilà, une certaine approche architecturale et même d'atmosphère au global. Là, nous, l'idée, c'était de se dire comment on fait la rencontre entre les vieux bistrots, les cafés de la place, cafés de la mairie, qui ont ce truc d'ultra accessibilité, d'ultra finalement simplicité et compréhension de ce qui se passe à l'intérieur. C'est des lieux qu'on connaît tous, en plus, c'est des lieux qu'on a tous fréquentés. Je pense depuis qu'on est petit, on voit ces cafés du commerce qui traînent un peu partout et où c'est des lieux de vie où vraiment les gens viennent, quelles que soient les personnes, ils peuvent rentrer. C'est des lieux qui sont généralement très ouverts, très lumineux, etc. À la différence d'un bar à cocktail qui souvent est un peu tamisé, sombre, etc. Donc on a eu envie vraiment de travailler ça et de se dire comment on fait cette rencontre entre cette atmosphère du vieux bistrot et la qualité du travail autour des ingrédients, des mélanges et de ce qu'on sert finalement à boire ou à manger, qui là vient vraiment plutôt du monde classique de la mixologie, des bars à cocktails, etc. Donc on a décoré tout le lieu. En fait, le lieu, il y a un truc qui nous a fait penser. On a pensé à un tableau direct quand on a découvert le lieu une fois ouvert et de nuit. C'est un tableau d'un artiste américain qui s'appelle Edward Hopper, où en fait on voit ce diner vu d'angle avec des grandes ouvertures de nuit. Ambiance un peu tamisée, enfin ambiance très Qui ressemble lumineuse. vraiment à ici. Hein. Ouais, alors, ouais, parce que le bâtiment lui-même a vraiment un air, rappelle ce tableau-là, et donc on a dit qu'on allait s'inspirer de ça, pas que. L'idée, c'était pas de faire juste un hommage. En fait, déjà d'une, c'est des choses qui sont quand même déjà. Alors, à travers c'est un tableau très très connu qui a déjà inspiré d'autres lieux dans le monde, aussi, au cinéma, etc. Et nous, on voulait pas. Juste faire un hommage à ça et faire une copie de ce tableau-là à l'intérieur. C'était pas l'objectif, c'était par contre de prendre une base d'inspiration là-dessus, mais d'arriver à créer en fait un élément, un ensemble qui va créer un peu la surprise. Et qui va être ce qu'on a essayé ce qu'on nommait quand on se posait des questions, qui était on cherchait notre j'ai oublié le nom de ce livre, tu vas le trouver. Je vais le retrouver, notre rhinocéros, voilà. Parce qu'il y a une pièce. Mais il est là en plus. Exactement, le livre est juste derrière toi. C'est une pièce de théâtre qui pose les prémices de ce qui est l'abstraction versus le surréalisme. Okay. Et donc qui définit qu'en fait l'abstraction et donc le rhinocéros, c'est en fait c'est dans un décor qui paraît normal d'avoir un élément qui n'a rien à faire là.
je vais me faire taper sur les doigts quand des gens vont entendre ça, mais je prends un énorme raccourci, mais c'est à peu près ça. Et donc c'est un rhinocéros au milieu d'une vie normale d'être humain. Bah là, nous, notre rhinocéros, on s'est dit, ok, on a dessiné tout le lieu de manière très en hommage à cette période des années 50-60, et il nous fallait cet élément qui vient créer une rupture et casser ça pour en fait créer vraiment une personnalité à ce lieu-là et pas être juste une copie du tableau. Ouais. Et donc c'est ce verre dichroïque un peu bizarre. C'est tellement beau. Il est assez mignon pour ceux qui nous écoutent et qui ne le voient pas, mais c'est en gros on a ces deux plaques de verre avec un film dichroïque entre les deux qui en fait va diffracter la lumière et donc va créer tout un arc-en-ciel de lumière, et en fait c'est la verrière qui sert de séparation entre le lab et le bistrot, et en fait c'est très chouette parce qu'avec toutes les ouvertures qu'on a là et le soleil passe devant nos fenêtres toute la journée, bah en fait le lieu change de couleur au fur et à mesure de la journée, et il y a jamais la même couleur, et donc ça on trouvait que ça crée en fait cette espèce d'élément un peu vivant qui animait un peu le lieu, et puis qui crée cette séparation entre ce côté très nostalgique des années 50-60, des vieux bistrots, etc., et la partie lab où là par contre bon là c'est brutalisme, on est sur un camailleux de gris, d'inox, là d'un coup on oublie tout le côté vintage, là on est vraiment sur presque un futurisme avec nos machines qui tournent dans tous les sens, avec des alambics, ça ressemble à un laboratoire, un joli laboratoire quoi. Ouais, c'est très très artistique, en tout cas c'est vrai qu'il y a une... Ouais, c'est logique en fait, là la partie très historique, et après bam, le mur qui montre la partie, comme tu dis, futuriste. Oui, c'est ça. Ouais, non, mais incroyable. C'est tellement beau. Enfin, la première fois que... Enfin, déjà, je voyais sur les photos, je me disais, mais c'est dingue. Ça fait des photos trop belles. Enfin bon, bref. Peu importe. Merci. Qu'est-ce qui t'inspire, toi, aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'inspire aujourd'hui? Parce que je sais que t'es un peu un artiste. Non, tu disais tout à l'heure que t'aimais beaucoup écrire. Je sais que tu fais aussi un peu de musique. Ouais, là, j'aimerais avoir plus le temps hein. Aujourd'hui, je pense que je passe ma vie ici, et ça occupe le plus clair de mon temps. Ça occupe même tout mon temps. Qu'est-ce qui m'inspire? D'aller au bout de ce qu'on est en train de faire. Je pense qu'on est qu'au balbutiement de quelque chose d'un idéal qu'on a en tête. C'est encore une fois, et je pense à la différence de mon ancien métier où il fallait faire des études de marché, il fallait avoir des données précises et tout. Là, nous, on fait quelque chose qui d'abord nous plaisait, nous, où on avait l'impression que vraiment c'était quelque chose qui manquait et qu'on voulait avoir d'abord pour nous, et ensuite pour se dire que en fait ça peut intéresser plus que juste nous là, les 4-5 copains enfermés dans leur labo en haut. Mais ouais, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui m'inspirent. Je trouve que Lyon est en train de... alors ça fait déjà un moment, mais j'aime beaucoup la scène, la scène qui est en train de se passer à Lyon. Il y a beaucoup de super beaux projets partout qui éclosent, que ce soit sur des métiers de bouche, de la restauration de manière générale, mais même au-delà de ça. Je trouve que il se passe vraiment quelque chose de très chouette, de très chouette ces dernières années à Lyon, et c'est hyper motivant de pouvoir en faire partie aussi, d'être là. Donc ça, c'est vachement inspirant de regarder ce que font les autres aussi. On avait clin d'œil à nos amis qu'on avait le week-end dernier pour notre événement, à Sarah de Soma et Arthur de Soif, où on a vraiment passé un super bon moment ensemble à faire ce qu'on avait fait là, qu'on avait déjà fait aussi avec Baptiste et Océane de Armada. Donc ça nous inspire beaucoup aussi de collaborer, d'être très ouvert. Je pense que tu sais, quand dans ce que tu disais, en disant qu'on avait eu une perception un peu très, très parisienne et tout, je pense qu'au-delà du fait que les gens aient pu dire ça, je pense que ce qui nous, tout ce qu'on veut, c'est, ce qui nous plaît, c'est de pouvoir faire des projets avec des gens en fait, et de créer des choses, de s'amuser ensemble, à partager des connaissances, partager des approches, et de pouvoir essayer de créer des choses nouvelles, en essayant de se séparer un peu du côté de la tradition, pour essayer d'aller vers des choses plus créatives, sans dire que la tradition n'est pas importante. Au contraire, tu vois, je pense que c'est ce qui donne les racines de ce qu'on fait.
c'est bien aussi à des moments de se dire allez, on pète un peu un plomb et on fait des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc ça, je trouve ça très cool. Je trouve ça très cool cette énergie et cette atmosphère qui existe en ce moment. Et puis un peu dans tous les domaines, il y a plein de choses qui changent, qui sont hyper intéressantes, intéressantes et qui invitent à toujours se poser la question. Nous, on est loin d'être arrivé. On a 1000 challenges encore à relever. On a tout à faire. C'est les débuts. Mais par contre, on sent qu'on a plein de choses à proposer. Et ça, c'est très motivant aussi. Ouais, en tout cas, t'as toujours la même motivation qu'au départ. Ouais. J'ai juste plus de cernes et pris 10 ans en 3 ans, mais à part ça, non, la motivation, elle est intacte et toujours aussi content de ce que je fais, aucun regret de mon ancienne vie passée. Ouais. Je pense que voilà, c'était le chemin à faire pour arriver jusqu'ici et toujours aussi heureux de travailler avec les gens avec qui je travaille et ouais, de faire tout ce qu'on fait avec tous les gens qu'on rencontre, avec tous les gens avec qui on passe du temps, c'est trop bien. Et de vous avoir, vous aussi, aujourd'hui, c'est trop cool. C'est gentil. C'est quoi ton client idéal ? Ma mère, 75 ans. Non, je pense qu'il n'y a pas de... oui, déjà, il y a quand même le plaisir de recevoir les amis, la famille et tout. C'est toujours un plaisir. Et je pense qu'on fait ça aussi. On fait ça pour nous, pour eux, je pense que n'importe qui a envie de ressentir un peu la fierté que peuvent avoir, qu'on peut avoir de notre entourage quand on fait quelque chose. Je pense que ça, c'est déjà un premier truc. Et puis après, c'est difficile à dire. Je pense que j'ai pas de client idéal. Et je voudrais pas en avoir parce que je trouve que ce qui est justement l'intérêt aussi de l'approche qu'on a ici, d'essayer de déconstruire un peu l'image du bar à cocktail et de se fermer à personne en fait. C'est de s'ouvrir à tous et en fait c'est ce qui est beau dans les bistrots, c'est ce qui est beau dans ces lieux, je parle vraiment là des bistrots plus authentiques, des vieux rats, des trucs comme ça. Ce qui est beau, c'est qu'en fait il y a cette espèce de rencontre de vie tellement différente, avec des écorchés de la vie, avec des gens qui peuvent avoir réussi. Peu importe les je dirais les profils. Ce qui est beau, c'est que c'est vraiment des lieux de partage et de rencontres. Et il y a un très très beau film documentaire là-dessus que je vous invite à regarder, qui s'appelle Atlantic Bar, qui est vraiment très beau sur ces lieux comme ça. Mais je trouve que c'est ça, c'est des histoires qui se retrouvent dans un endroit, et je pense que j'ai l'impression, en tout cas moi c'est ce qui me plaît de travailler dans le monde de la restauration, c'est d'avoir ce truc d'être un lieu qui accueille des histoires. D'être là au milieu de ces histoires-là et de participer à ces histoires-là, c'est ça qui est chouette. C'est beau ça, magnifique. Qu'est-ce que tu dirais à... Bon, t'accueilles tout le monde est le bienvenu. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui connaît pas spécialement les cocktails pour qu'il passe... comment tu conseillerais quelqu'un pour qu'il passe une belle expérience ici ? Alors, je pense que je dirais la même chose que je dis à tous les gens qu'on reçoit, c'est que beaucoup se posent un peu la question. Nous, on a essayé aussi de rationaliser l'approche. Le menu, c'est un sujet très important. C'est comment, en fait, on arrive à penser à aider les gens à comprendre ce vers quoi ils vont. Je trouve qu'il n'y a pas... En fait, il y a deux visions là-dessus. T'as une première vision, c'est soit t'es dans l'accompagnement et t'essayes d'enlever les possibilités de frustration que tu peux avoir derrière, où en fait t'as proposé, t'as mis un menu où tu joues plutôt sur la carte de la surprise, mais potentiellement tu peux avoir une grosse déception derrière, tu vois. Ça, ouais. Tu peux être un peu mystérieux sur la façon dont tu l'approches, tu peux te retrouver avec la déception. Et puis t'as une autre approche qui est de se dire, ok, en fait on essaie de simplifier, d'aider à la compréhension. Nous, l'approche qu'on a, c'est vraiment d'être sur la simplification un maximum, c'est-à-dire que notre menu, il est uniquement basé sur les aromatiques qui sont dans le cocktail. Donc en fait, moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est je leur dis, juste suivez les ingrédients que vous aimez bien. Si vous aimez bien le citron, bah allez vers un citron pressé. Vous aimez bien la bergamote, bah on a un mule. Et l'idée, c'est que vous ne serez pas déçus à la fin, parce que c'est marqué. C'est le goût que vous allez retrouver. En fait. C'est le goût qu'on retrouve à la fin. Ouais. Et nous, c'était hyper important, parce que ça fait aussi la démonstration de ce que sont les monochromes. C'est-à-dire que c'est pas une interprétation de quelque chose. C'est juste si on dit qu'à un moment on fait une framboise tonique, il faut que les gens, quand ils goûtent, ils aient le goût de la framboise, ils aient le goût l'amertume du tonique qui sort derrière. C'est tout. Et si ça, on réussit ce pari-là,
Et ben en fait, on est sûr que, alors sauf bon, évidemment, c'est pas aussi facile que ça, mais en tout cas, ça nous permet de nous assurer, un certain. On sait que les gens, ils aiment ils aimeront l'expérience qu'ils vivront. Bon, Puis en après, tout ce qui est cas, important, c'est aussi après, c'est les gens encore une fois, donc c'est qui est derrière le bar et. ouais. Bon, en tout cas, moi, la dernière fois, je les ai goûtés. Ils étaient tous excellents. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ça me bousculait un peu, tu vois. Ouais. Bah, surtout le citron, et Le c'est citron avec pressé. le yaourt, Ouais, non? avec une Ça, clarification fromage blanc, ouais. Ouais, fromage blanc. Incroyable. Bah, je pense que c'est un très bon exemple de ce qu'on essaye de faire au-delà de. Nous, on essaye ici d'être le moins possible. Alors, ça va paraître faux quand je le dis là, parce qu'on a parlé beaucoup des monochromes, de la technique qu'il y a derrière et tout. Mais la réalité, dans le sens de l'accueil ici, quand les gens viennent en tant que guests, on leur parle finalement très peu. On mentionne juste le fait que 100% des spiritueux qui sont utilisés ici sont fabriqués ici. Mais on ne rentre pas dans une approche de développer la technique. L'important, c'était un élément très important pour nous aussi dans l'hospitalité qu'on essaie de mettre en place ici. C'est de se dire, nous, en tant que hôtes, on n'est pas là pour se mettre en avant. On n'est pas, les gens ne viennent pas nous voir en spectacle. Les gens viennent passer un moment, c'est nous qui les accueillons et on leur fait passer un bon moment. Donc en fait, c'est pas à nous d'être sur le devant de la scène. Enfin, c'est notre vision de l'hospitalité, c'est-à-dire que l'hospitalité peut être faite de plein d'autres manières, mais nous, en tout cas, notre vision et ce qu'on avait envie ici, c'était de se dire, ok, on s'efface sans s'effacer parce on reste les facilitateurs de l'atmosphère qui se passe dans le lieu, mais le but c'était de dire, ok, le moins de technique possible, il faut que ce soit simple pour les gens qui comprennent, qu'on arrive aussi à gérer des zones de frustration qui peuvent exister, comme les temps d'attente qu'il peut y avoir au moment du service, les zones un peu d'incompréhension. Donc ça, c'était très important pour nous. Donc le moins de technique possible et surtout se dire que à la fin, sur le verre, il faut qu'il se passe une émotion, il faut qu'il se passe un truc. On ressente quelque chose. Soit qu'on se dise, je redécouvre le goût d'un ingrédient, ou alors qu'en fait, ça vienne faire écho à un souvenir d'enfance ou à quelque chose, une autre expérience qui est différente. Et le citron pressé a cette force-là, c'est que vraiment, il y a ce côté de... Il y a des gens qui vont identifier ils vont dire, j'ai l'impression d'avoir une tarte au citron meringué, d'autres qui vont dire, ça me rappelle le petit lait qu'il y a sur les yaourts au citron que je mangeais quand j'étais enfant et tout. Là, ça devient vachement intéressant, en fait. Parce que là, d'un coup, on passe de l'ingrédient pour l'ingrédient, où c'est très... on va dire très terre à terre, mais c'est hyper intéressant parce que se poser la question des arômes, du goût, des saveurs, c'est des questions hyper importantes à se poser, où on essaye d'amener les gens un peu là-dedans. Mais ce qui est bien aussi à la fin, c'est comment on passe de ce côté théorique à qu'est-ce que je ressens. Et ça doit être, c'est comme de toute façon on fait des métiers où on offre des émotions, donc le but je pense qu'un plat qui est un plat dont on se souvient, c'est un plat qui nous a procuré une certaine émotion. C'est la même chose pour un cocktail, c'est la même chose pour finalement tout n'importe quoi. On se souvient de ce qui nous a procuré de l'émotion, donc nous c'est ce qu'on essaye de faire à notre petite échelle avec nos petits avec voilà les quelques petites idées qu'on essaie d'avoir ici. Bah écoute, j'espère que ça donnera envie aux gens, mais j'en suis certaine. Ça leur donnera envie de venir tester. Et je suis même sûre. Et on va terminer. Non, attends, je voulais faire des petites questions. Vas-y. J'aime bien à la fin rajouter des petites questions où on répond un peu du tac au tac. Je vais pas t'en faire beaucoup. Non, parce mais que je sais vas-y. que des fois ça peut durer très longtemps. Je vais commencer par laquelle? Eh ben ça m'intéresse. Tes 3 restaurants préférés à Lyon? Mes 3 restaurants préférés à Lyon, Soma, Armada et c'est difficile d'en citer que 3. Tu peux dépasser. Je sais que Bon, je dirais alors ok, je vais mettre aussi Leptine et après j'en rajoute juste un 4e qui est la brasserie Georges parce que pour l'atmosphère et c'est une institution et je pense qu'à chaque fois qu'on se retrouve avec mes associés on finit par au moins se faire un passage là-bas. Ouais. Mais en plus c'est génial, ça ouvre jusqu'à c'est parfait. On peut aller manger à 22h, 23h. Magnifique. Ta musique préférée? Ma musique style de musique ou chanson ou un titre, une chanson. Un titre. Ou celle que tu kiffes en ce moment. Ce serait un morceau de Nils Fram, qui est un pianiste, compositeur allemand, et qui s'appelle
s'appelle. C'est un mix de 3 morceaux qu'il a dedans. Ok. C'est. Toilet Brush et 2 autres. Ouais, le nom dit comme ça paraît pas ouf, mais il faut vraiment regarder. Le live est incroyable. Voilà, je vous invite à aller écouter ça. C'est parfait, ça dure 15 minutes. On se met ça dans les oreilles, on s'endort parfaitement après. On ira. Ton lieu préféré à Lyon? L'endroit où tu te sens bien? Alors, je vais pas citer ici parce que ce serait vraiment. Non, je pense que mon lieu préféré à Lyon. Bah, je dirais. C'est difficile, hein. C'est difficile, mais je dirais mon lit. Ton lit, magnifique, qui est ici, finalement. Oui, j'en ai un deuxième aussi. Ah. J'en ai un que je vois moins, mais ouais. Bon, super lieu. Qu'est-ce que je voulais dire? Ton cocktail préféré? Ça aussi, ça doit être dur. Ouais, ça va être dur et en même temps, je dirais que mon cocktail du moment là qui m'obsède, c'est un cocktail qu'on a ici, qu'on a fait ici à la carte et qui est un mélange de donc un monochrome de coco, monochrome de cacao et monochrome de basilic thaï. C'est absolument délicieux, ça m'obsède beaucoup. Et sinon après en plus classique, je pense que daiquiri c'est un de mes cocktails préf. Ok. Et on va terminer par quoi on va terminer? Parce que je les ai pas notées, celles-là. Ouais, Je viens d'y penser, là. c'est spontané. Qu'est-ce que je peux te demander? Ton film préféré? Tu nous as parlé d'un documentaire tout à l'heure. Mais ton film Ouais. préféré? Mon film préféré, je dirais Édouard aux mains d'argent. Ok. Un bon classique. Ouais, à Ok. l'ancienne. Pas mal. Bon, bah écoute, je sais pas du tout depuis combien de temps on enregistre. Moi non plus. Ça a été génial. J'espère que tu as aimé pouvoir un peu raconter toute l'histoire d'Abstract. C'était super. J'ai adoré parler avec toi, c'était très cool. Merci Nico, Ouais, trop non, gentil. J'espère encore une fois que ça va donner envie aux gens de venir découvrir, au moins pour la déco. Hein, si vous n'êtes pas cocktail, venez au moins pour la déco. Et puis voilà, on a plongé dans l'univers des monochromes et de... Enfin bon, c'était trop bien, on est dans ce tableau là, historique, incroyable. Enfin, faut vraiment venir voir la Verrière, je le dis pour Merci tout le beaucoup. monde. Donc si vous êtes à Lyon ou de passage, passez par ici, aux 2 rues du Roc, à Lyon 1. Exactement, du vendredi au dimanche. Et soir. oui, du vendredi au dimanche, on l'a pas dit. Oui, 3 jours par semaine, ouais. C'est Mais suffisant. 3 jours intenses. Mais 3 jours intenses, ouais. Bah, le reste de la semaine, c'est de la production. C'est fou ça. Ouais. Et oui, et vous livrez partout Ouais, à on Lyon commence, et aussi ailleurs. Ouais. Ça commence. Trop bien. Bah bravo, bah longue vie à Abstract. Merci longue vie beaucoup. au labo. Longue vie à Charbon. Merci. Et puis à très bientôt. Merci. Ciao Nico. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. C'était une première pour nous d'enregistrer comme ça avec autant de matériel. Si ça vous a plu, vous pouvez nous laisser un petit commentaire, des étoiles. Ça nous aide beaucoup, ça aide à faire connaître le podcast. Je vous invite à venir découvrir Abstract aux 2 rues du Roc. Voilà, moi je vous dis à la prochaine sur Charbon et je vous fais des bisous. Bisous!